pour mettre tout ça en application, on va faire quelques petits exercices. On va commencer par l'exercice numéro 3, où il est question de montrer que l'ensemble P est un R espace vectoriel de dimension finie, et on nous demande aussi de calculer sa dimension. Alors, il faut déjà montrer que c'est un R espace vectoriel, et pour montrer qu'il est de dimension finie, il faudrait qu'on trouve une famille génératrice finie. Et pour calculer sa dimension, il faut qu'on en trouve une base et qu'on compte le nombre de vecteurs qu'on va trouver dans cette base. Voilà ce qu'on a à faire. Vous notez bien qu'on peut peut-être faire tout ça en une seule démonstration. Je m'explique. Si vous analysez la manière dont est défini cet ensemble, c'est un ensemble qui est ici donné assez clairement en compréhension, puisqu'il est donné par une condition vérifiée par les éléments de R3. On dit que P, c'est les triplets de R3 qui vérifient cette contrainte sur les coordonnées. Pour pouvoir en obtenir une famille génératrice et montrer que c'est un espace vectoriel directement, il faudrait écrire cet ensemble en description. Ce qu'on va faire, on va se donner un triplet X, Y, Z appartenant à R3. Et on va tout de suite regarder à quelles conditions ce triplet X, Y, Z appartient à P. Il y a la condition nécessaire et suffisante pour que ce vecteur soit dans P, c'est que la somme de sa première coordonnée et de sa dernière coordonnée soit égale à 0. C'est-à-dire, si et seulement si, sa première coordonnée est égale à l'opposé de sa troisième coordonnée. Moralité, on va pouvoir réécrire l'ensemble P. L'ensemble P, c'est l'ensemble des triplets X, Y, Z pour lequel X est égal à moins Z. Donc c'est l'ensemble des triplets de la forme moins Z. Sur Y, je n'ai pas de condition, et Z, c'est déjà un de mes paramètres. Ou, cette fois-ci, Y et Z sont des nombres réels qui vivent totalement librement dans R. Là, encore une fois, si vous analysez la nature de l'ensemble qu'on a obtenu, on a maintenant écrit l'ensemble en description. On a effectivement une description des éléments de P. Les éléments de P peuvent s'écrire avec deux paramètres qui varient a priori complètement indépendamment l'un de l'autre. Donc il est fort probable, avec la remarque que j'ai faite tout à l'heure, que P est un espace vectoriel de dimension 2. Investigons un peu plus. On sait que pour obtenir une famille génératrice, l'usage, c'est de voir quels vecteurs sont accrochés aux deux paramètres qui vivent indépendamment les uns des autres. Eh bien, le paramètre Y, le scalaire Y, est associé au vecteur de coordonnées 0, 1, 0, et le scalaire Z est associé au vecteur -1, 0, 1. Les paramètres Y et Z varient complètement librement dans l'ensemble R. Là, vous retrouvez, c'est encore une fois écrit ici, exactement la définition d'un espace vectoriel engendré. Ici, l'ensemble P est donc l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 0, 1, 0 et le vecteur de coordonnées -1, 0, 1. On vient donc de trouver une famille génératrice de P. Si je nomme U ce vecteur et V ce vecteur, on vient de démontrer que P est l'espace vectoriel engendré par le vecteur U et par le vecteur V. Moralité, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut en dire que déjà P est un sous-espace vectoriel de R3, donc que P est lui-même un R-espace vectoriel, puisque tout sous-espace vectoriel d'un R-espace vectoriel est un R-espace vectoriel, et on vient de montrer que la famille UV, par définition, est génératrice de P. On vient de trouver une famille génératrice finie pour l'espace vectoriel P, donc on en déduit que P est de dimension finie. Tout ça en ayant obtenu une représentation descriptive des éléments de P. Alors maintenant qu'on sait que c'est un R-espace vectoriel et qu'il est de dimension finie, il ne nous reste plus qu'à calculer sa dimension. Pour avoir sa dimension, il nous suffit de trouver le nombre de vecteurs d'une base quelconque de P. Alors on vient de trouver une famille génératrice de P, il suffirait de regarder si cette famille est libre pour en obtenir une base. Et si ce n'est pas une base, eh bien on cherchera à retirer des vecteurs inutiles de cette famille génératrice. Or, si vous regardez bien, la constitution du vecteur U et du vecteur V. Les vecteurs qui sont proportionnels à U, ils ont tous deux composantes nulles en première et en troisième composante. Les vecteurs proportionnels à V, ils ont tous une deuxième composante égale à 0. Donc ces deux vecteurs, ils ne sont pas proportionnels. Ce qui permet de dire, puisque cette famille est constituée de deux vecteurs, qu'elle est libre. La raison, je la réécris, c'est que U et V sont non proportionnels. Moralité, on en déduit que la famille UV est une base de l'espace vectoriel P. Moralité, la dimension
de P, c'est le nombre de vecteurs que l'on trouve dans cette base. Cette base, elle est constituée de 2 vecteurs. On peut donc dire que P est un plan vectoriel. On peut dire plus précisément que c'est le plan vectoriel engendré par les vecteurs UV. Voilà pour cet exercice, où, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, la clé de l'histoire, c'est ça. C'est de passer d'un ensemble écrit en compréhension à un ensemble qui est décrit par une famille génératrice finie. Dans l'exercice numéro 4, on considère l'ensemble S des fonctions de classe C infinie sur R à valeur dans R, tel que f seconde de f plus 4f' plus 4f est égal à 0. On vous demande de montrer que c'est un R espace vectoriel de dimension finie, et on vous demande de calculer sa dimension. Là encore, la première des choses, c'est d'analyser l'ensemble qu'on est en train de considérer. Cet ensemble, c'est l'ensemble des fonctions f de classe C infinie qui vérifie une certaine condition. Donc ici, c'est un ensemble qui est écrit en compréhension. Si vous analysez un petit peu plus précisément qui est cet ensemble-là, S est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y seconde plus 4y' plus 4y est égal à 0. C'est l'ensemble des solutions d'une équation différentielle. Il faut vraiment que vous compreniez cet ensemble comme cela. Donc, pour passer d'une notation en compréhension à une notation en description, il suffit de décrire qui sont les solutions de cette équation différentielle, donc il faut la résoudre. Pour résoudre cette équation différentielle, on sait que comme c'est une équation différentielle linéaire du second ordre homogène à coefficient constant, on peut obtenir toutes ces solutions en écrivant son équation caractéristique, en la factorisant, ce qui va nous permettre d'écrire l'ensemble des solutions. Eh bien, l'ensemble des solutions, le bien nommé, c'est donc l'ensemble des fonctions qui a x à ceci. C'est un ensemble de fonctions, donc je dois renvoyer des fonctions. Eh bien, les fonctions qui s'écrivent sous la forme alpha x plus bêta exponentielle de moins 2x, où alpha et bêta sont des paramètres qui varient librement dans R. Là, encore une fois, si vous regardez comment s'écrivent les solutions, on va récupérer quoi? Eh bien, si je mets en rouge les scalaires, je vais récupérer alpha, facteur de x exponentielle de moins 2x, plus bêta exponentielle de moins 2x, où alpha et bêta appartiennent à R. On voit qu'on a un ensemble de combinaisons linéaires. On a l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux fonctions. Donc je peux dire que l'ensemble S, si je le réécris en description, c'est l'espace vectoriel engendré par la fonction exponentielle moins 2x et par la fonction qui a x à ceci, x exponentielle de moins 2x. Voilà comment se décrit cet espace vectoriel. Alors cette fonction, si je l'appelle g et cette fonction, je l'appelle h, on vient de montrer que S est l'espace vectoriel engendré par la fonction g et par la fonction h. Donc, S est bien un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de classe C infinie, puisque c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de deux fonctions de classe C infinie. Donc, comme sous-espace vectoriel de C infini, c'est aussi un R espace vectoriel. De plus, il est de dimension finie, puisqu'il est engendré par une famille finie. On a trouvé une famille génératrice qui possède deux vecteurs. Donc, il est bien de dimension finie. Or, si vous considérez ces deux fonctions, elles ne sont pas proportionnelles, puisque si vous faites leur rapport, vous obtenez x, qui est un nombre qui est dépendant de x. Donc on obtient, puisqu'on a juste deux fonctions qui sont non proportionnelles, que la famille qui est formée par ces deux fonctions est libre. Donc, la famille GH est à la fois génératrice de S et libre, c'est une base de l'espace vectoriel S. Moralité, la dimension de S, c'est le nombre de vecteurs que l'on trouve dans cette base. On a donc deux vecteurs dans cette base. La dimension de S, elle est donc égale à 2. On en déduit donc que notre espace vectoriel est d'une part de dimension finie, et il est de dimension 2. On voit encore une fois que ce qu'on avait dit tout à l'heure prend forme. On obtient finalement une description des éléments de l'ensemble S à l'aide de deux paramètres qui sont complètement indépendants les uns des autres. On obtient donc bien un espace vectoriel de dimension 2. On nous demande dans l'exercice numéro 5 de déterminer la dimension de ces trois espaces vectoriels. D'une part, l'ensemble des matrices diagonales. Eh
Bien, l'ensemble des matrices diagonales, c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous la forme A1, etc. à n, puis que des zéros sur les autres éléments, où les paramètres A1, etc. à n sont des éléments qui vivent dans K totalement librement. Ici, vous voyez qu'on a un ensemble qui est écrit en description. On a une description des matrices diagonales. On voit que cet espace-là, c'est l'espace vectoriel engendré par les matrices élémentaires E11, E22, etc. jusqu'à ENN. On dispose donc d'une famille génératrice finie. Dn de K est bien un K espace vectoriel de dimension finie. La famille qui est ici est une famille qui est génératrice de GL de K. Donc si cette famille, je l'appelle B, donc ici en l'occurrence B, c'est la famille qui est constituée de E11, etc. jusqu'à ENN. Cette famille, elle est génératrice de l'espace vectoriel Dn de K. Mais elle est aussi clairement libre puisqu'elle est extraite de la base canonique. Base canonique de Mn de K, bien entendu. Moralité, on peut en déduire que la dimension de l'ensemble des matrices diagonales à coefficient dans K, c'est le nombre de vecteurs qu'on trouve dans cette famille, c'est le nombre de vecteurs qu'on trouve dans la famille E11, etc. jusqu'à ENN, et bien on compte n vecteurs dans cette famille, c'est un espace de dimension n. Passons à l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille nn à coefficient dans K. Et bien comme pour les matrices diagonales, on en a une bonne description, puisqu'il s'agit des matrices dont tous les coefficients strictement en dessous de la diagonale sont nuls. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir éventuellement des coefficients non nuls, mais ceux-ci seront nécessairement situés au-dessus de la diagonale. Donc elles ont une forme très particulière, ces matrices-là. Elles ont des coefficients qui sont nuls lorsque l'indice est en dessous de la diagonale. Donc on récupère des paramètres, ces paramètres c'est des nombres A, I, J qui sont dans K, mais on ne les retrouve que lorsque l'indice J est supérieur ou égal à I. Donc c'est assez facile d'écrire ceci comme un espace vectoriel engendré, puisque pour placer l'élément AIJ à sa place, on a besoin de la matrice élémentaire EIJ, mais avec une condition, c'est que I soit supérieur ou égal à 1, que I soit plus petit ou égal à J, et que J soit plus petit ou égal à N. Donc on dispose comme ça d'une famille génératrice de notre espace vectoriel. Cette famille, vous pouvez noter qu'elle est libre, puisque si vous prenez une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, donc je vais me donner des scalaires, donc des scalaires, je vais les appeler encore une fois alpha ij, où 1 est inférieur ou égal à i, est inférieur ou égal à j, est inférieur ou égal à n, puisque des scalaires, je dois en avoir autant que de vecteurs de la famille dont on veut montrer qu'elle est libre. Donc je prends tous ces scalaires-là, donc dans K, tel que la somme pour 1 inférieur ou égal à i, inférieur ou égal à j, inférieur ou égal à n de alpha ij e ij est égal à 0. Donc je prends une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Alors ici, le 0, c'est la matrice nulle. Si j'écris la matrice obtenue sous la forme d'un tableau, eh bien je vais récupérer la même matrice que cette matrice-là. La seule différence, c'est que les petits a sont remplacés par les coefficients que j'ai appelés alpha. Mais c'est exactement la même forme de la matrice. Donc là, j'écris ça avec des pointillés, des zéros ici, et ça, c'est égal au zéro de l'ensemble des matrices carrées, c'est-à-dire la matrice nulle, dont tous les coefficients sont nuls. Or, on sait que deux matrices qui sont égales, elles ont les mêmes coefficients. Donc, qu'est-ce qu'on récupère directement par égalité matricielle? Eh bien, quels que soient les couples IJ, tels que 1 est plus petit que I, est plus petit que J, est plus petit que N, eh bien, on aura bien que alpha IJ est égal à 0. Donc d'un côté, on a montré que la famille qui est formée par ces vecteurs-là est une famille qui est génératrice de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficient dans K. D'un autre, on a montré que la même famille, donc des EIJ avec 1 inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à J, inférieur ou égal à N, est une famille qui est libre. On a donc les deux propriétés qui nous permettent de dire que cette famille est une base de l'espace vectoriel des matrices triangulaires supérieures à coefficient dans K. Donc la famille des EIJ où les indices I et J varient avec cette règle entre 1 et N
est une base de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficient d'Anka. Moralité. Pour calculer la dimension de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficient d'Anka, il nous suffit donc de compter ces vecteurs de base. Pour compter les vecteurs de base, il suffit de compter les paramètres qui vivent librement, indépendamment, dans l'ensemble K. Si vous regardez sur la première ligne des paramètres, vous en avez n. Sur la deuxième ligne, vous en avez n-1, etc. Jusqu'à sur la dernière ligne, on en a 1. Moralité, la dimension de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficient d'Anka, c'est la somme des n premiers entiers naturels. On connaît bien cette somme, c'est n plus 1 sur 2. Vous pouvez noter que la même démonstration montre que la dimension de l'espace vectoriel des matrices triangulaires supérieures strictes à coefficient d'Anka, eh bien, elle va être égale à n fois n-1 sur 2. Puisqu'il faut éliminer tous les paramètres qui sont sur la diagonale, ça enlève n vecteurs dans la base, donc une base de cet espace vectoriel est cette fois-ci constituée par les matrices E, I, J, avec une différence, c'est que cette fois-ci 1 est inférieur ou égal à I qui est strictement plus petit que J qui est inférieur ou égal à N. Donc on voit que là on a récupéré deux bases de ces espaces vectoriels et on a donc déterminé la dimension des espaces vectoriels des matrices triangulaires supérieures et des matrices qui sont triangulaires supérieures strictes. Reste maintenant le cas plus épineux des matrices symétriques à coefficient d'Anka. Alors je vous rappelle que une matrice A de Mn de K est symétrique si et seulement si la matrice A est égale à sa transposée. C'est-à-dire si et seulement si, quel que soit I et J dans l'intervalle 1n, eh bien on a AIJ qui est égal au coefficient AJI. Ce qui veut donc dire que si vous prenez une matrice symétrique quelconque, ces coefficients vérifient la règle suivante. Dès que vous mettez un coefficient strictement au-dessus de la diagonale, vous avez le même coefficient symétrique. Donc si je continue comme ça et que là je place le coefficient A1n, vous allez avoir au symétrique le coefficient A1n qui va être situé symétriquement par rapport à la diagonale. Donc eux, par contre, les coefficients diagonaux, on les retrouve normalement. Et là, par exemple, si j'indique le coefficient A2n, grâce à cette formule-là, je vais retrouver le même coefficient A2n ici. Voilà comment s'écrit une matrice symétrique générale. Si maintenant, pour en trouver une famille génératrice, vous mettez en avant les paramètres qui interviennent, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le paramètre A11 qui, pour être placé à cette position, va être accolé à la matrice E11. Et on va continuer comme ça sur tous les coefficients diagonaux. Ça va me permettre de reconstituer les coefficients, plus exactement de placer les coefficients qui sont sur la diagonale. Et pour ce qu'il se passe en dehors de la diagonale, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le coefficient AIJ, il doit être placé en deux positions. Il doit être placé à la position IJ, mais il doit être aussi placé à la position symétrique JI. Alors pour ne pas les placer deux fois, il faut cette fois-ci prendre tous les indices avec I strictement plus petit que J et plus petit que N, pour que je n'ai pas l'indice IJ et l'indice J qui se retrouvent dans la somme. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de mettre en évidence? On vient de prendre une matrice symétrique quelconque et on vient de l'écrire comme combinaison linéaire de matrices qui sont toutes symétriques. Et donc on vient d'exhiber une famille génératrice de A. Donc si je considère la famille B, qui est constituée des matrices de la forme E, K, K, où K est un entier compris entre 1 et n, auquel j'ajoute les matrices de la forme E, I, J plus E, J, I, où on a la contrainte que 1 est plus petit ou égal à I, qui est strictement plus petit que J, qui est plus petit ou égal à n. La famille que vous obtenez là, elle est bien génératrice de l'ensemble des matrices symétriques. J'affirme que cette famille, elle est également libre. Si vous prenez une combinaison linéaire de ces matrices, mettons cette combinaison linéaire-là, et que cette matrice, vous obtenez que cette combinaison linéaire est nulle. Dans ce cas-là, vous allez réécrire ce terme-là sous la forme d'un tableau matriciel, vous obtenez ce tableau matriciel. Or, cette matrice, si elle est nulle, c'est que tous ses coefficients sont nuls. Or, les coefficients de cette matrice, c'est exactement les coefficients qui interviennent dans cette combinaison linéaire. Donc si je prends cette combinaison linéaire nulle, cette matrice est nulle, donc ses coefficients sont nuls, donc les scalaires qui interviennent dans la combinaison linéaire sont nuls. On vient donc bien de démontrer que la famille qui est ici, la famille B,
elle est génératrice de Sn et libre. Donc, c'est bien une base de Sn de K. Moralité, on va pouvoir conclure sur la dimension de Sn de K. La dimension de Sn de K, c'est donc le nombre de vecteurs de cette base. Pour compter le nombre de vecteurs, on a aussi vite fait de compter le nombre de paramètres. Or, compter le nombre de paramètres, vous notez que les paramètres qui interviennent dans la matrice symétrique, le nombre de paramètres indépendants, mais il y en a autant que pour les matrices triangulaires supérieures. Puisque là, je compte les coefficients diagonaux, il y en a n, et après, il me reste à compter les coefficients qui sont strictement au-dessus de la diagonale. Donc ça fait le même nombre de paramètres que pour une matrice triangulaire supérieure. Moralité, la dimension de l'ensemble des matrices symétriques, c'est exactement la même que la dimension de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. C'est donc n facteur de n plus 1 sur 2.